Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Les lipides complexes sont les constituants majeurs des membranes cellulaires. Cependant, en dehors de leur participation aux structures des membranes, que vous avez étudiées par ailleurs dans le cours sur les membranes cellulaires, certains de ces lipides vont avoir des fonctions biologiques importantes. Ils participent notamment à la transduction de messages cellulaires et des anomalies dans leur métabolisme sont associées à des pathologies affectant le système nerveux. Vous devrez connaître ici les caractéristiques structurales des différentes classes de lipides et des lipides qui les composent. Ces notions vous permettront d'appréhender leur spécificité biologique et les aspects cliniques que vous étudierez plus tard et qui ne seront donnés ici qu'à titre d'exemple. Les lipides complexes sont caractérisés par la présence d'un groupement phosphate, sulfate ou glucidique dans leur composition, ce qui fait d'eux des hétérolipides. Ils sont classés par rapport à la molécule qui va fixer les acides gras. Cette base ou squelette peut être soit le glycérol, soit une sphingosine. Les glycérophospholipides, bien que leur structure soit proche de celle des triacylglycérols, ils en diffèrent radicalement par la présence d'un groupement phosphate qui va conférer à la molécule des propriétés amphiphiles, contrairement au triacylglycérol qui, souvenez-vous, était complètement apolaire. Ce phosphate est un polyacide. La deuxième de ses fonctions peut être neutralisé par un aminoalcool. La troisième reste sous forme d'anion et donne donc à cette molécule des propriétés polaires qui jouent un rôle important dans la constitution des membranes. Ces glycérophospholipides appartiennent au groupe des phospholipides. Les alcools aminés sont soit la sérine, qui est un acide aminé, soit son produit de décarboxylation, qui est l'éthylamine, ou le dérivé triméthylé de cette dernière, que l'on appelle la choline. Au pH physiologique, ces molécules sont ionisées et leur charge peut être neutre ou négative selon l'alcool aminé qui entre dans la composition de la molécule. Les glycérophospholipides sont amphiphiles. Cette propriété est à la base de la constitution des membranes biologiques. Dans les glycérophospholipides, la tête polaire est hydrophile. Elle est constituée par le groupement ester phosphorique qui est substitué ou non par un aminoalcool et qui va apporter une charge à la molécule. La partie constituée par les deux chaînes hydrocarbonnées des acides gras est apolaire. Les glycérophospholipides auront donc une affinité pour les milieux hydrophobes par leur extrémité apolaire et une affinité pour les milieux hydrophiles par l'autre extrémité qui est polaire. Ces molécules sont donc amphiphiles avec toutefois une balance en faveur de l'hydrophobicité. En effet, leur solubilité en milieu aqueux est très limitée, ce qui amène une organisation en micelle ou en bicouche lipidique. Le détail de la formation sous forme de micelle ou bicouche lipidique sera développé dans le cours de biologie cellulaire. Autre propriété des glycérophospholipides, ce sont des molécules amphotères puisqu'elles portent à la fois une fonction acide et une fonction basique qui est elle apportée par l'alcool aminé. Enfin, ces molécules sont hydrolysables et nous nous intéresserons plus spécifiquement dans ce cours à l'hydrolyse enzymatique. Cette hydrolyse enzymatique est le fait de phospholipases. Ces phospholipases sont des enzymes qui ont des spécificités d'action sur les liaisons ester des glycérophospholipides. Ainsi, les phospholipases hydrolysent la liaison ester entre les glycérols et l'acide gras, spécifiquement SN1 et SN2 pour les phospholipases A1 et A2. Elles libèrent ainsi un résidu acyle, d'où leur nom de phospholipase de type A, et un glycérophospholipide qui a perdu un résidu acyle et que l'on appelle un lysophospholipide.
Ces produits vont être à l'origine de dérivés biologiquement actifs que sont les prostaglandines et les leucotriènes, mais également le PAF pour Platelet Activating Factor, qui est un puissant agrégant plaquettaire. La phospholipase C agit entre le glycérol et le phosphate, libérant un diacylglycérol, dont on a parlé dans un précédent cours, et un inositol 3-phosphate lorsque le phosphatidate est un phosphatidylinositol. Enfin, la phospholipase D agit en hydrolysant la liaison ester entre le phosphate et l'alcool, libérant ainsi un acide phosphatidique et un alcool aminé. La famille des glycérophospholipides va comprendre plusieurs types de molécules, l'acide phosphatidique, les phosphatides, mais également les produits de l'hydrolyse des phospholipases EA, les lysophospholipides, et deux autres classes de lipides que l'on présentera. L'acide phosphatidique est le plus simple de ces glycérophospholipides. Ils ont un caractère acide très marqué, du fait qu'au pH sanguin, la molécule est sous forme ionisée. Ces acides phosphatidiques n'existent que très rarement à l'état naturel et ce sont surtout des intermédiaires de la synthèse des triacylglycérols et des autres classes des glycérophospholipides qui sont les produits d'estérification de cet acide phosphatidique par un alcool. On distingue 4 alcools majeurs qui sont soit des alcools aminés comme la choline, l'éthanolamine ou la sérine, soit un hexaalcool cyclique qui est l'inositol. Ces acides phosphatidiques estérifiés par ces alcools sont appelés des phosphatides et ils sont nommés en considérant uniquement la nature de la tête polaire et on fait abstraction des possibilités de chaînes acides différentes de la partie hydrophobe. Les phosphatidylcholines, dont la structure vous est présentée ici, sont des diacylglycérols 3-phosphorylcholines. La fonction acide du phosphate, apportée par l'acide phosphatidique, est estérifiée par l'alcool aminé choline. Les phosphatidylcholines sont des molécules qui sont ionisées au pH physiologique, mais leur charge est neutre, puisque ces molécules ont à la fois une charge négative portée par l'oxygène du phosphate et une charge positive portée par l'azote de la choline. Les phosphatidylcholines sont les lipides les plus abondants des membranes cellulaires. On les trouve surtout au niveau de la couche externe. Ils servent également de réserve de choline et de son dérivé acétylé, qui est l'acétylcholine, qui joue un rôle important dans la transmission nerveuse. Ils servent également de groupement méthyle labile. Un rôle particulier est celui joué par une phosphatidylcholine, qui est le dilpalmitol phosphatidylcholine. C'est un agent tensioactif très efficace au niveau pulmonaire. Il empêche le collapsus alvéolaire et favorise le déplissement des alvéoles pulmonaires. Ce lipide est excrété au moment de l'accouchement, ce qui explique que chez les prématurés, son absence soit impliquée dans le syndrome de détresse respiratoire. Dans les phosphatidyléthanolamines, l'alcool aminé qui est engagé dans une liaison ester avec l'acide phosphatidique est l'éthanolamine. Au pH physiologique, la charge de cette molécule est neutre en raison d'une charge négative portée par le phosphate et d'une charge positive portée par l'azote du groupement amine. Les phosphatidylléthanolamines sont des phospholipides abondants dans la couche interne des membranes. Dans les phosphatidylsérines, la sérine, par sa fonction acide qui est ionisée au pH physiologique, apporte une charge négative à ces molécules. On trouve les phosphatidylsérines dans la plupart des tissus, et en particulier dans le tissu nerveux, où elles sont un constituant essentiel de la gaine de myéline qui entoure les axones. Elles participent ainsi à la qualité de la transmission nerveuse. La composition des phosphatidylsérines diffère selon le type de tissu en fonction de l'acide gras qui est fixé au niveau de la position SN2.
Ainsi, on retrouvera au niveau du cerveau plutôt du DHA au niveau de cette position SN2. Je rappellerai ici l'importance des apports par l'alimentation des acides gras essentiels qui nous permettent de synthétiser cet acide gras polyinsaturé à très longue chaîne. On considère toutefois que dans certaines situations physiologiques, cet acide gras, le DHA, peut devenir un acide gras essentiel du fait d'une synthèse endogène insuffisante liée en particulier à des déficits en delta-6 désaturase. Dans le phosphatidylinositol, l'alcool qui est lié au phosphate est l'inositol. Cette molécule peut être phosphorylée sur les carbones 4, sur les carbones 5 ou C3. Et on forme ainsi des phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate dans le cas où les carbones 4 et les carbones 5 sont phosphorylés. Bien évidemment, cela va apporter des charges négatives à cette molécule qui vont être impliquées dans des propriétés d'ancrage. Ces phosphatidylinositols sont constitués presque exclusivement d'une seule molécule et ce qui fait des phosphatidylinositols la principale source d'acide arachidonique au niveau cellulaire. Leur charge négative permet, nous l'avons dit, l'ancrage des protéines et également d'interactions non spécifiques. Et ces phosphatidylinositols sont également la principale source d'inositol phosphate 3, qui est un produit libéré par les phospholipases C du phosphatidylinositol. Ce composé très chargé est soluble et diffuse dans le milieu cellulaire où il joue le rôle de second messager en favorisant notamment la libération de calcium à partir du réticulum sarcoplasmique. Le mécanisme d'action de l'inositol phosphate 3 est représenté sur ce schéma. La fixation d'un ligand à son récepteur va entraîner l'activation de la phospholipase C qui va libérer l'inositol phosphate 3. Ce composé, en raison de ses propriétés hydrosolubles, va pouvoir migrer dans le cytoplasme et se fixer au niveau du réticulum endoplasmique où il existe des récepteurs pour cet inositol phosphate 3, ce qui va entraîner la libération de calcium qui va avoir des effets biologiques. Et entre autres, ce calcium va pouvoir à son tour activer la protéine kinase C et amplifier le rôle du diacylglycérol que l'on avait présenté précédemment. Le diacylglycérol est libéré après action d'un premier messager sur une phospholipase C qui va libérer ce diacylglycérol à partir des phospholipides. Ce diacylglycérol est considéré comme un second messager puisque à son tour, il va activer des protéines appelées protéines kinase C qui vont être à l'origine de la phosphorylation de nombreuses protéines. Parmi les protéines activées, on compte la phospholipase A2 qui, elle, va libérer à partir des phospholipides des lysophosphatides et de l'acide arachidonique lorsque, en position SN2 du phospholipide, se trouve cet acide arachidonique. À partir de ce lysophosphatide et de l'acide arachidonique vont se former de nombreux produits dérivés de ces lipides qui vont avoir des actions importantes au niveau de l'inflammation et tous ces effets seront développés dans le chapitre 4. Nous avons vu précédemment que les phospholipides pouvaient être hydrolysés par différentes phospholipases. Un phospholipide qui a perdu un résidu acyle après action d'une phospholipase A s'appelle un lysophospholipide. Ces molécules contiennent donc un seul radical acyle. Sur l'exemple présenté ici, l'hydrolyse enzymatique d'une phosphorylcholine par la phospholipase A2 produit une molécule qui a été amputée d'un radical acyle en position SN2. Le composé formé est ici une lysophosphorylcholine. Les lysophosphatides sont des composés importants du métabolisme intermédiaire des glycérophospholipides.
ce sont aussi de puissants agents hémolytiques et cytolytiques. Le PAF, pour Platelet Activating Factor, fut l'un des premiers lipides pour lequel une fonction biologique a été admise. Cette fonction, comme son nom l'indique, a pour effet d'activer les plaquettes. Le PAF dérive d'une lysophosphorylcholine qui est acétylée en SN2. Toutefois, vous remarquerez que en position SN1, ce n'est pas une liaison ester, mais une liaison éther qui lie la molécule glycérol à la longue chaîne carbonée. L'absence d'acide gras en position SN2 rend cette molécule plus hydrosoluble qu'un glycérophospholipide classique. Il agit comme un messager primaire en se fixant sur des récepteurs et déclenche l'activation de la phospholipase C. Cela va conduire à des réactions en cascade qui ont pour effet d'amplifier les signaux physiologiques. Sur cette diapositive, vous est présenté le métabolisme du PAF. Ce PAF est formé après action d'une phospholipase A2 sur un dérivé alkyle de la phosphorylcholine pour former un précurseur inactif appelé lysopaf. Le lysopaf est ensuite acétylé par une acétyltransférase en PAF actif. Ce produit est extrêmement actif sur l'agrégation plaquettaire. C'est la raison pour laquelle il ne reste pas préformé dans les membranes biologiques, mais qu'il est très rapidement inactivé grâce à une acétylhydrolase qui le désacétyle pour redonner son précurseur inactif, le lysopaf. Ce dernier pourra être à son tour estérifié par un acide gras en SN2 pour redonner le composé primaire. Le PAF a de nombreux effets physiologiques, dont le principal est cette agrégation plaquettaire, mais il intervient également dans la contraction des fibres lisses et il va être impliqué dans les crises d'asthme. Il participe également aux réactions inflammatoires et la recherche pharmaceutique est toujours à la recherche d'antagonistes. Les plasmalogènes, de par leur structure, ressemblent au phosphatidyl de l'éthanolamine et au phosphatidyl de la choline que l'on va retrouver notamment au niveau du cœur. Et la différence se situe au niveau du carbone SN1 où ce n'est pas une liaison ester mais une liaison éther qui est impliquée ici. Ces plasmalogènes se trouvent dans les tissus présentant une forte activité respiratoire, comme le cerveau, le muscle, mais également au niveau des macrophages. Ils joueraient notamment le rôle d'antioxydant et diminueraient la toxicité de l'iode au niveau de la glande thyroïde. Les cardiolipines sont des diphosphatidylglycérols, c'est-à-dire qu'ils sont composés de deux acides phosphatidiques reliés entre elles par une molécule de glycérol. Ils sont présents surtout au niveau des membranes mitochondriales, c'est la raison pour laquelle ils ont été isolés à partir du tissu cardiaque qui est très riche en mitochondries. Ils jouent vraisemblablement un rôle dans les interactions avec les protéines mitochondriales et participent à l'activation de la phosphorylation oxydative qui va avoir pour effet la synthèse d'ATP. Ils sont constitués essentiellement de l'acide gras essentiel, l'acide linoléique, et les phospholipases D vont agir préférentiellement sur le carbone 3', libérant ainsi un phosphatidylglycérol qui participera à la synthèse des phosphatides. Nous allons poursuivre l'étude des lipides complexes avec les sphingolipides. Ces sphingolipides sont caractérisés par une structure de base qui est ici une sphingosyle à laquelle va se lier un acide gras. La sphingosine peut réagir avec une molécule d'acide gras pour former un céramide sur lequel peut être transféré le groupement phosphorylcholine apporté par une phosphatidylcholine, libérant un diacylglycérol pour former la sphingomyéline qui appartient au groupe des phospholipides, en la raison de la présence d'un groupement phosphate. Dans le cas où le céramide lie un ose,
Se forme alors le groupe de lipides appelé sphingoglycolipides qui appartient au groupe des glycolipides. La sphingosine est une molécule à 18 carbones comprenant deux fonctions alcool, l'une portée par le carbone 1, fonction alcool primaire, l'autre portée par le carbone 3, et elle comprend une fonction amine. Elle a également une double liaison en configuration trans. Le précurseur de cette molécule est la sphinganine, qui est synthétisée à partir d'un acide aminé, la sérine, et d'un acide palmitique activé sous forme de palmitol coenzyme A. Et dans ce cas, la sphinganine est la forme saturée de la sphingosine. La sphingosine est largement majoritaire chez les animaux où elle entre dans 90% de la composition des sphingolipides. Les céramides sont des dérivés des sphingosines par acylation avec un acide gras sur le groupement amine. La structure de la liaison amide est présentée ici avec un exemple où c'est l'acide lignocérique, acide gras saturé en C24, qui forme cette liaison amide avec l'amine apportée par la sphingosine. La liaison est donc ici une fonction amide et non plus une fonction ester comme dans le cas des glycérides. Sur cette diapositive vous est présentée la formule développée du céramide où l'acide lignocérique est engagé dans une liaison amide avec la fonction amine apportée par la sphinganine. Ces céramides sont les précurseurs des différentes familles de sphingolipides, mais ils ont un rôle propre. Ils interviennent notamment dans l'intégrité de l'épithélium où ils jouent un rôle en quelque sorte de mortier. Ils participent ainsi à la cohésion du stratum corneum qui est la couche cornée du tissu cutané. Ils préviennent la perte d'eau et ont un rôle important donc à ce titre au niveau de cette structure de la peau. Ils sont constitués d'acide gras à longue chaîne qui permet une certaine rigidité et de cohésion dans ce stratum corneum et également on trouve des acides gras insaturés et notamment l'acide linolénique qui est un acide gras essentiel, d'où les conséquences en cas de déficit d'apport sur les troubles cutanés. Enfin, ils participent à différentes fonctions et notamment ils sont impliqués dans l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. La sphingomyéline est un céramide où la fonction de l'alcool primaire est liée à une phosphorylcholine. L'acide gras qui est le plus souvent représenté est un acide lignocérique et au pH du sang, la molécule est ionisée, ce qui va lui permettre d'être intégrée dans les membranes cellulaires. C'est un constituant majeur des tissus nerveux et en particulier de la gaine de myéline qui lui a donné son nom. On la trouve également au niveau de la cornée de l'œil et la composition du cerveau peut varier selon la zone considérée. L'acide stéarique étant plus souvent présent au niveau de la matière grise alors qu'au niveau de la matière blanche on trouvera plutôt des acides gras en C24. Elle a un rôle dans la transduction cellulaire et notamment au niveau des rafts et elle est absente des végétaux et des micro-organismes. Les sphingoglycolipides sont des glycolipides puisque ici, sur l'alcool primaire, est fixé un ose par une liaison bêta-osidique. Les oses sont fixés sous la forme d'oses activées, c'est-à-dire d'une molécule d'UDP pour uridine diphosphate, glucose ou galactose. Il se trouve normalement sur le feuillet externe de la membrane plasmique où il participe à la partie glucidique de la surface cellulaire. Plusieurs oses peuvent participer à la formation des sphingoglycolipides, le glucose, le galactose, mais également un holoside, le lactose, et puis un sucre caractéristique qui est l'acide sialique, qui est un exose comprenant une fonction acide sur le carbone 1 et une fonction N-acétyl sur le carbone 5. On comprend facilement que selon le nombre d'oses, la nature de l'ose et l'enchaînement de ces oses, il existe une très grande variété de glycosphingolipides classés en familles.
Parmi ces familles, les glycosphingolipides neutres, où le sucre peut être soit un galactose, soit un glucose. Les plus simples sont les monoglycosylcéramides, que l'on appelle également cérébrosides. Ces monoglycosylcéramides sont les précurseurs des oligoglycosylcéramides, comprenant plusieurs molécules, et on connaît plus d'une centaine d'oligoglycosylcéramides. Le plus simple et le plus abondant est le lactosylcéramide. Sa synthèse s'effectue à partir d'un glucosylcéramide sur lequel va être fixé un galactose sous la forme d'UDP-galactose. Chez les mammifères, l'ose qui est fixée au céramide sera le plus souvent un glucose. L'une des caractéristiques des galactosylcéramides, que l'on retrouve préférentiellement au niveau du cerveau, sont la présence d'acides gras en C24, comme l'acide lignocérique, qui est un acide gras saturé et dont la synthèse se fait à partir de l'acétyl-coenzyme A. L'acide cérébronique, qui est un dérivé 2-hydroxylé de l'acide lignocérique. Et enfin, on trouve également de l'acide nervonique, qui est un acide gras monoinsaturé synthétisé à partir de l'acide oléique. Ces glycosphingolipides neutres ont des rôles différents. Ainsi, le galactosylcéramide, appelé autrefois cérébroside, est trouvé essentiellement au niveau du tissu nerveux et du cerveau. Et on le retrouve au niveau de la substance blanche et des gaines de myéline. Les glucosylcéramides sont retrouvés au niveau des tissus extranerveux et plus particulièrement au niveau de l'épithélium, où ils jouent le rôle de précurseur des céramides. On les trouve également, en raison de leur rôle dans la constitution des céramides, dans les épithéliums de l'intestin et de la vessie, épithéliums qui sont en contact avec les milieux extérieurs et qui nécessitent donc des propriétés au niveau de leur membrane d'imperméabilité qui peut être apportée sous forme de céramide. Les oligoglycosylcéramides sont retrouvés essentiellement au niveau des membranes plasmiques où là encore ils ont un rôle de stabilisateur mais participent aussi à l'activation de certains récepteurs. Une curiosité des cérébrosides, c'est qu'ils peuvent interagir avec certains micro-organismes comme Helicobacter, qui est responsable des ulcères, mais également des cancers de l'estomac. Ils peuvent aussi lier le virus HIV ou les protéines du prion qui sont impliquées dans la maladie de la vache folle. Cette liaison est favorisée lorsque l'acide gras qui est lié à la sphingosine est hydroxylé sur le carbone 2. Certains oligosylcéramides sont des antigènes, comme l'antigène de Forssman, et les substances des groupes sanguins de type ABO sont à l'origine des accidents de transfusion sanguine que vous étudierez plus tard. Chaque individu possède les anticorps contre les groupes qu'il ne possède pas, et la seule différence entre ces groupes sanguins est due à la présence ou à l'absence d'un sucre sur la structure de base. Ainsi, les individus du groupe A ont une N-acétylglucoséamine supplémentaire, tandis que chez les individus possédant le groupe sanguin B, le sucre supplémentaire est le galactose. Cette seule différence est donc à l'origine de l'incompatibilité entre les donneurs et les accidents de transfusion sanguine. Le groupe O, dit receveur universel, peut recevoir du sang de tous les autres groupes. Il possède du fucose en position terminale. Les gangliosides sont des glycosphingolipides complexes dérivant du lactosylcéramide et contenant un ou plusieurs acides sialiques, le plus souvent l'acide N-acétylneuraminique qui apporte un caractère acide à ces glycosphingolipides. Cet acide sialique est branché sur le galactose, sucre qui vient immédiatement après le glucose, donc sur le deuxième motif glucidique après le carbone 1 de la sphingosine. Leur nomenclature les définit comme GM1, GM2 ou GM3, G pour ganglioside, M lorsque la molécule réagit avec un seul acide sialique. En cas de la présence de deux acides sialiques, on parlera de GD pour disialique. Et si trois acides sialiques participent à la composition d'un ganglioside, on parlera alors de GT pour ganglioside trisialique.
Enfin, le chiffre correspond à la migration de ces lipides en chromatographie en couche mince, mais il est en relation aussi avec le nombre de molécules dose neutre présentes dans la molécule. En l'occurrence, on retranche au nombre 5 le nombre de molécules neutres apportées à la molécule. Par exemple, le GM3 est le ganglioside le plus simple. Il est constitué d'une molécule de lactosylcéramide et un seul acide sialique. Les gangliosides, comme leur nom le suggère, sont abondants dans les ganglions et également au niveau du cerveau. Ils ont un rôle structural mais également fonctionnel. Ils peuvent participer notamment à l'activation de certains récepteurs et participent à la croissance et à la différenciation cellulaire. Enfin, certains fonctionnent comme des récepteurs de micro-organismes. Ils ont donc une importance biomédicale puisqu'ils sont impliqués dans la toxicité de ces agents pathogènes. Le plus connu est le GM1 qui sert de récepteur à la toxine colérique, mais ces gangliosides sont aussi capables de reconnaître d'autres agents pathogènes comme le botulisme et sont impliqués dans des pathologies comme le tétanos. Il existe d'autres classes de glycosphéngolipides que nous présenterons très brièvement, comme les sulfatides. Ces sulfatides sont présents en quantité importante dans la myéline, aux côtés des galactosylcérébrosides. On trouve aussi des sulfatides houleuses qui réagissent avec le sulfate et le glucose. On peut également trouver un autre ose, comme le fucose, qui va donner, lorsqu'il est lié à la sphingosine, la classe des fucolipides. Il existe des anomalies dans le métabolisme des glycosphéngolipides. Elles sont caractérisées par la présence de quantités anormales de ces lipides dans les tissus nerveux. On peut les classer en deux groupes, les vraies maladies de démyélisation et les sphingolipidoses. Dans la sclérose en plaques, qui est une maladie de la démyélisation, il y a à la fois perte de sphingolipides dans la substance blanche, mais également perte de l'étamine plasmalogène. On trouve également au niveau de la substance blanche des stérides qui normalement sont absents. Les sphingolipidoses constituent une catégorie de maladies génétiques qui se manifestent le plus souvent dès l'enfance. Ces maladies font partie d'un groupe plus vaste des affections lysosomiales. Elles sont caractérisées par une mutation au niveau des gènes qui sont impliqués dans le catabolisme des sphingolipides. Ce catabolisme ayant lieu, d'une manière générale, au niveau des lysosomes. Un exemple de ces pathologies, dans le cas de la sphingomyéline, qui est catabolisée par une enzyme appelée la sphingomyélinase, cette enzyme peut être activée par des facteurs physiologiques comme la vitamine D, les glucocorticoïdes, mais dans certains cas pathologiques par des cytokines qui, en excès, lorsque cette sphingomyélinase est activée de manière trop importante, cela conduit à l'accumulation de céramides qui vont être impliquées dans l'arrêt de la croissance et la mort cellulaire par apoptose. Dans le cas d'un déficit enzymatique de la sphingomyélinase, cela entraîne une accumulation de sphingomyéline au niveau de divers tissus comme le foie, la rate et également au niveau du cerveau, ce qui a des conséquences neurologiques sévères. On connaît des déficiences enzymatiques sur chacune des étapes du catabolisme. Ces déficiences enzymatiques sont généralement liées à une mutation dans l'enzyme de dégradation. Ainsi, sont représentées sur ces diapositives chacune des pathologies associées au déficit enzymatique, permettant donc de cataboliser le sphingolipide. À titre d'exemple, un déficit en arylsulfatase est à l'origine d'une pathologie que l'on appelle la leucodystrophie. Dans la maladie de Gaucher, il existe plusieurs types, dont certaines ont des atteintes neurologiques sont sévères et pour lesquelles il existe des traitements avec des enzymes modifiées qui permettent de jouer le rôle de glucocérébrosidase. Mais le plus grand espoir thérapeutique viendra certainement de la thérapie génique appliquée aux maladies lysosomiales, où la transfection d'un gène normal viendra suppléer le gène anormal.